Eh bien, c'est parti. Donc, merci beaucoup de nous rejoindre pour la deuxième partie de cette matinée consacrée cette fois-ci aux startups. Donc, vous allez avoir l'occasion d'écouter plusieurs startups qui sont présentes ici à Paris Santé Campus et qui vont présenter les projets qu'elles mènent en santé numérique. Vous allez voir, il y a une grosse diversité de projets qui sont présents. Et on commence tout de suite. Chaque startup aura 5 minutes. 4 minutes plus précisément, et une question en plus dans la salle, mais sinon, comme pour les autres interventions, n'hésitez pas à poser vos questions après le pitch ou sur la pause de midi tout à l'heure. Et ben on commence tout de suite avec Antonio pour... c'est Netis d'abord. Ok. Ça a été inversé, ok, bon, c'est pas grave. Et ben alors ça sera Pierre. Pierre, à toi de pitcher Netis. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Pierre, je suis pharmacien et président et cofondateur de Netis. Donc d'abord je souhaitais remercier Laris pour cette opportunité et merci à toutes et tous d'être là pour nous écouter. Donc on a intégré Paris Santé Campus en février 2022, donc on fait partie du premier batch de start-up. Et aujourd'hui je vais vous parler de Netis. Donc Netis, on est une société d'études technologiques spécialisé dans l'accès au marché et les affaires publiques du médicament. Donc notre métier, c'est d'accompagner les acteurs spécialistes de l'accès au marché et des affaires publiques dans leur système de prise de décision, en tout cas dans le process de prise de décision. Donc on a une approche qui est dite fondée sur la donnée, et quand on a une approche fondée sur la donnée, d'abord il a fallu qu'on crée ce cœur de données pour pouvoir répondre et créer les études au service des industriels, institutions, mais aussi aux acteurs des sociétés de biotechnologie. Donc on a travaillé sur un cœur de données qui collecte et structure automatiquement toutes les décisions des autorités de santé à propos du prix et du remboursement des médicaments. Donc ça va des autorisations de mise sur le marché sur la dimension européenne et nationale avec la NSM. Vous allez retrouver les évaluations émises par la Haute Autorité de Santé, avis de commission de transparence. Vous allez retrouver aussi les accès précoces, qui est un système français qui permet l'accès aux patients le plus rapidement possible de l'innovation. Vous allez retrouver aussi toutes les données de prix français, mais aussi prix européen, avec un historique de plusieurs dizaines d'années. Et puis, vous allez aussi retrouver les données de consommation des médicaments en ville. La France a mis à disposition des sets de données assez importants que nous, on exploite et qu'on collecte et structure automatiquement dans notre cœur de données. Donc ce cœur de données est utile et nécessaire aux acteurs de l'industrie pharmaceutique, institutions, mais aussi sociétés de biotechnologie, dans la construction de leur argumentaire et stratégie d'accès au marché sur le territoire français et même européen. Chaque pays a sa spécificité et à partir de l'AMM, c'est le début d'une nouvelle aventure. Donc ce cœur de données nous permet d'offrir deux offres. Une première offre qui est dite l'offre autonome, Drug Tracker, qui est une plateforme accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, qu'on met à disposition de nos utilisateurs. En toute autonomie, ils ont accès à notre cœur de données et ils peuvent effectuer des recherches et des extractions. Et puis enfin, une offre dite d'études, Insight, qui permet de libérer le potentiel de notre base de données et on accompagne nos utilisateurs experts et non experts dans l'exploitation de ces données au service de leur stratégie et la construction d'argumentaires. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de vous présenter uniquement notre plateforme Drug Tracker. Drug Tracker, donc c'est un outil qui dit une plateforme SaaS, Software as a Service, directement accessible sur le web. Ça se connecte sur notre cloud de données et vous avez une interface visuelle. Vous allez retrouver des dashboards de suivi automatique des dernières décisions émises par les principales autorités comme l'EMA, la Haute Autorité de Santé, mais aussi les organismes de prix qui émettent des prix. Vous allez retrouver des fiches spécialités que je vais vous montrer, et puis des bases de données qui sont exploitables. Vous pouvez faire des recherches, vous pouvez filtrer vos informations et extraire des données sur Excel pour pouvoir faire vos analyses et construire vos argumentaires et stratégies. Donc Drug Tracker, vous le voyez ici, hein, je vous ai présenté, ça c'est la fiche spécialité. La fiche spécialité vous permet d'avoir un suivi longitudinal de la vie d'une spécialité pharmaceutique. Donc là, en l'occurrence, vous avez l'exemple d'Arixtra. Donc Arixtra, vous allez retrouver
quel est son process réglementaire, donc les AMM auprès de l'EMA, mais aussi les procédures au niveau national, les différentes évaluations par la Haute Autorité de Santé qu'on voyait au-dessus, et puis les évolutions de prix dans le temps, où ce produit est rentré à un prix par présentation, donc 3 présentations qui ont été mises sur le marché, et puis les évolutions de prix dans le temps qui ont été effectuées. Et ça, c'est important pour un industriel, mais aussi pour les institutions, de regarder la tendance du prix quand on veut soit développer un nouveau produit dans la même indication, mais aussi en tant qu'industriel, en regardant comment je suis remboursé sur un territoire national. Et puis, ça, c'est plus une approche. Donc là, c'est la grosse base de données. Vous avez des fonctionnalités de recherche et puis d'export, comme je vous le disais. Et là, en l'occurrence, si vous tapez asthme sévère, vous avez tous les historiques d'AMM et évaluation sur des produits dans l'asthme sévère. Hop. Hop là, attention, il y a un petit bug sur la slide. Le projet de Netis, on n'est pas les seuls à faire ça dans l'écosystème. On est les seuls à faire ça de manière automatique. La pauvre Claire, j'ai complètement. Mais c'est un projet qui suscite l'intérêt des experts, des plus grands experts, que ce soit public mais aussi privé. Donc on a Claire Dechamps qui est une ancienne industrielle et qui est aujourd'hui à la tête de sa société de conseil. Mais on a aussi des directeurs généraux d'industrie pharma et puis des représentants de l'EMA, des anciens représentants de l'EMA et des dirigeants de Master à Dauphine, donc de l'université PSL. Et puis tout un écosystème de partenaires, donc Paris Santé Campus, on est dans le programme d'accélération de Wilco aussi, et on est partenaire France Biotech et Medicine plus spécifiquement dans la marketplace, où l'objectif c'est d'amener les sociétés de biotechnologie à prendre en considération le plus tôt possible ces problématiques de market access qui sont aujourd'hui de plus en plus complexes de par les budgets, État, etc. Donc je vous remercie et merci à tous. Merci beaucoup Pierre pour la présentation de Netis. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Pierre après cette présentation ou pareil, nous faire remonter des questions. Et deuxième présentation, du coup, c'est bien Antonio cette fois-ci, c'est à toi. Donc, merci beaucoup à tous pour être ici aujourd'hui et merci à Laris pour l'opportunité de présenter notre résolution aujourd'hui. Donc, nous sommes aussi, comme Pierre et Netis, un des premières startups qui ont arrivé à Paris Santé Campus, mais nous sommes aussi à Biolabs et au Génopole. Donc, Adeline Science, c'est une société à mission. Donc, ça veut dire que dans les statuts de notre société, on a défini une mission sociétale qui c'est valoriser la recherche. Et quand on dit recherche, c'est vraiment faciliter la collaboration entre les acteurs publics et les privés. Et tout ça autour de la donnée. Donc, nous, on développe la première solution de valorisation des données structurées de la recherche scientifique. Et il va vous expliquer pourquoi. Donc, la première chose, on a vu un constat que peut-être vous connaissez tous. Il y a une grande augmentation de la quantité de connaissances qui sont développées au niveau de la science de la vie, de la biomédecine. Peut-être vous vous rappelez, il y a 10 ans, on parlait beaucoup de big data. On a eu beaucoup de nouvelles technologies, de high throughput, qui généraient pas mal de données au niveau des séquençages. On parlait des données omiques. Et voilà, on a créé toutes ces données. Et on voit que c'est une opportunité magnifique. Mais par contre, on a aussi remarqué qu'il y a pas mal de sujets et de besoins qui n'ont pas encore été résolus et qu'on les a même encore aujourd'hui et que c'est bon d'accélérer avec toutes les questions qu'on a autour de la IA, comment utilise l'IA, qu'on a accès à des données. Donc, les premiers besoins, c'est les besoins d'avoir une bonne structure de la donnée, la qualité de la donnée, on parle beaucoup de ça. On parle aussi de comment on peut exploiter ces données, comment les structure, avec quels standards. Et ça amène aussi à un autre problème, que c'est les besoins qu'on a seulement de collaborer. Au niveau de collaboration, il y a pas mal de méfiance, même entre les acteurs publics, mais aussi entre public et privé, comment on partage ces données. Et voilà, il y a toujours encore les cadres administratifs et régulatoires, que c'est aussi assez important. Et finalement, tout ça, ça nous amène à les besoins de valoriser. Donc, après tout ça, comment on va arriver à transférer ces connaissances? On parlait des données, mais il y a aussi, on va dire, les savoir-faire des chercheurs. On a aussi des logiciels ou des IA qui vont être développés. Comment on fait pour tout ça? Donc nous, on s'est posé qu'est-ce qu'on pourra faire et on a défini, on va faire une solution qu'on appelle l'environnement digital de recherche. En fait, avec l'idée qu'on va générer un outil métier pour les chercheurs qui en fait, on va
englober toutes les choses qu'il fait, depuis la question scientifique jusqu'à la fin où il y a une valorisation soit scientifique, soit économique. Donc, on a notre workspace, qu'on va avoir différents modules. Donc, c'est un outil métier intégrateur et modulaire. Il y a beaucoup de projets scientifiques. Chaque projet scientifique, c'est différent. Donc, on a besoin des outils flexibles et agiles. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on ait des collaborations. On parle de collaborations multi-sites, multi-institutions, mais aussi multidisciplinaires. On va avoir les biologistes, les cliniciens, les bioinformaticiens, les data scientists. Et maintenant, tous, ils travaillent séparés. Ils sont tous silotés. Nous, on veut que dans les mêmes outils, ils ont tous les outils nécessaires pour travailler ensemble et communiquer. Et finalement, tout ça, dans un cadre souverain, sécurisé et fiable. Notre résolution, c'est on-premise. On déploie à les instituts de recherche et dans les hôpitaux pour que la donne reste où ils sont générés, ils ne sortent pas de notre espace. Finalement, tout ça va générer des outils scientifiques, des outils de project management et finalement la valorisation. Donc, comme nous, on a commencé à travailler, on a déjà des partenaires assez puissants avec différents partenaires qui vont montrer aujourd'hui. Le premier, c'est l'INSERM. Ils avaient besoin d'avoir un outil collaboratif pour tous les chercheurs. Rappelons-nous, il y a 15 000 chercheurs à l'INSERM, peut-être plus. Mais ils avaient besoin d'avoir un outil qui les permettait de partager cette information, de créer des collaborations au niveau interne, mais plus tard aussi avec l'externe. Donc, on a déjà un petit POC avec 100 chercheurs, avec l'idée, si tout va bien, et j'espère que ça ira très bien, à élargir à tout l'INSERM. Après, on a un projet de cancérologie pédiatrique avec le Centre Léon Bérard, il s'appelle Réseau Share for Kids. Je vais parler un peu plus tard sur ces use cases spécifiquement. Et finalement, avec l'Institut d'Imagine, ils avaient un besoin totalement différent. Ils ont des plafonds technologiques des single cell, mais aussi des autres. Ils avaient des problèmes pour valoriser ces plafonds de technologie et travailler avec des biotech. Donc, nous, on a déployé notre solution et on a suivi, on les a donné d'accompagnement aussi pour vraiment approcher les biotech à l'Institut Imagine. On a déjà de belles réussites et comme vous voyez, ça montre aussi que notre deal, c'est modulaire. On peut travailler avec la recherche n'importe à quel niveau. Je vais parler un peu plus sur le réseau Share for Kids avec le Centre Léon Bérard. Donc, c'est un réseau formé par presque 20 équipes, 400 chercheurs partout à la France. Donc, c'est avec une grosse richesse dans toutes les indications de cancérologie. En fait, ils avaient un problème majeur, c'est qu'ils n'ont pas assez de données. Heureusement, il y a uniquement 2500 cas chaque année de cancérologie pédiatrique, mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas beaucoup de données pour travailler, pour faire de l'innovation, de la recherche. Donc, nous, on a commencé à mettre un POC où on va mettre en place toutes les données qui sortent cliniques avec les standards Osiris et on les va aider surtout dans toute la partie omique. Donc, il y a pas mal de données single cell omics qui vont être créées à différents projets. Donc, on commence maintenant à structurer des données publiques pour tester que tout ça marche bien, avec l'idée que plus tard, on va intégrer des données de tous projets qui sont générés et analyser grâce à notre espace de recherche pour, voilà, comme vous savez tous, développer des biomarqueurs, de meilleures stratifications, des insights. Et en relation avec ça, on a signé récemment un MOU avec le Registre national des cancers de l'enfant pour exactement ça aussi, en liaison avec ces projets, les aider à valoriser la donnée et de créer de nouvelles collaborations. Donc ça, c'est nous. Merci beaucoup et je suis disponible pour des questions si vous savez plus tard. Merci. Merci beaucoup, Antonio. Et on va passer maintenant à la présentation de Skezi. Pardon. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Je vois qu'on est, on tourne un petit peu entre les différentes startups de Paris Center Campus, mais on est quand même assez souvent une petite famille, donc on se connaît un petit peu. Skezi, alors si vous n'avez pas bien vu, c'est parce que vous avez un panneau juste là. En fait, nous, on est juste derrière, là-haut. Si vous voyez toutes ces couleurs qui sont mises sur les affiches. On fait aussi partie de la première promotion de Paris Center Campus. On était arrivé début janvier. Il commençait à y avoir de l'électricité et Internet. Mais tout le monde n'était pas connecté. On a un parcours un peu particulier parce que, alors moi je ne me suis pas présenté, Jean-Philippe Bertocchio, je suis le CEO, je suis médecin, néphrologue de formation, encore en exercice à la Pied-Salpêtrière, mais ça ne représente qu'à peu près 10% de mon activité. Les 120 autres %, c'est pour Skezi. Et pourquoi c'est important ça? Parce qu'en fait, Skezi, c'est un spin-off de l'APHP de l'Université Paris-Cité. Ça vient d'une innovation qui a d'abord été créée avec un besoin de la recherche médicale par le professeur Philippe Raveau et le docteur Vietti Trane pour une cohorte particulière qui était la cohorte COMPAR, la communauté des patients pour la recherche, qui a été d'emblée en fait un franc succès.
et il avait fallu, pour arriver à ce succès-là, développer une technologie qui était un logiciel pour collecter de la donnée depuis les patients. Sauf qu'une fois que ça a été lancé, que ça a été une réussite, il y a plein d'autres gens qui ont voulu l'utiliser. Et la PHP et l'Université Paris-Cité se sont dit, à juste titre, que ça n'était pas leur vocation de développer du logiciel pour les autres et de le commercialiser. C'est de là qu'est né Skeezy. On fait partie, comme tous mes petits camarades, d'une grande partie de l'écosystème de la e-santé en France, et je pense que Paris Santé Campus est vraiment au cœur de tout ça, donc on est ravis d'y être. Et on s'est donné, nous, en fait, une mission chez Skeezy. Alors, on n'est pas encore reconnu entreprise à mission, mais ça viendra, parce que c'est quand même assez lourd, hein, comme on est dans le process et dans la discussion. Mais autour d'une vision qu'on a, qui est importante, c'est qu'on a besoin d'avoir des données, et ça je pense que j'apprends ça à personne, pour pouvoir piloter ce qu'on doit faire. Hein. Tous ici, on est là pour travailler autour de la donnée. Nous, notre vision, c'est qu'on a besoin de prendre de la donnée qui est évolutive dans le temps. On a besoin de suivre les individus dans le temps, et ça se fait autour de cohortes. On a besoin de voir qu'un individu, à un moment, quand il a 30 ans, c'est pas la même chose que quand il va en avoir 40, quand il va en avoir 70, quand il va développer une maladie. On a besoin de les suivre dans le temps. Et suivre ces données dans le temps, c'est très compliqué. Et ces données, on les a parfois rétrospectivement à l'hôpital, on les a dans des registres de données médico-administratives, mais en fait, on a rarement la donnée qui vient directement des patients, de ce qu'ils vivent. Et nous, on pense qu'il est hyper important d'avoir la donnée de ce que vivent les patients, mais aussi d'aller un tout petit peu plus loin encore et de se dire, il y a aussi les aidants qui ont beaucoup d'informations à nous donner, et les soignants, l'interprétation qu'ils en ont au-delà des données purement dites objectives qu'on va retrouver dans les dossiers médicaux. Donc nous, on construit en fait tous les outils qui vont nous permettre de se positionner comme acteur clé, qui va nous permettre de suivre ces données-là dans le temps. L'écueil principal de tout ça en termes de technologie, c'est qu'il existe des outils qui sont capables de faire une partie de ce que je viens de vous dire. Les grands outils qui sont utilisés dans la recherche, c'est des outils dits de ICRF, ceux que vous avez sur la gauche. J'en ai cité parmi les plus grands, mais il en existe des tonnes. Ils sont très adaptés à structurer de la donnée, des cohortes dans les études cliniques que vous pouvez voir et que vous pouvez avoir. En revanche, ils ont une interface qui est absolument dégueulasse et qui est absolument pas faite pour aller interagir avec des patients, avec des aidants ou même les soignants. Et quand on vous dit « Ah ben oui, le taux de réponse est extrêmement faible dans ce qu'on a fait là », ça n'est absolument pas dû au fait que ni les patients, ni les soignants, ni personne ne veut répondre. C'est simplement que les interfaces ne sont pas du tout adaptées aux utilisateurs. Et on a inventé depuis très longtemps l'importance de l'expérience utilisateur qui n'a pas du tout été développée là-dedans. En revanche, elle a été très bien développée dans d'autres logiciels que vous connaissez, Google Forms, SurveyMonkey, qui sont des trucs absolument géniaux qui fonctionnent très bien dans le grand public, mais pas du tout adaptés à la donnée de santé, pas du tout structurés dans le temps comme il faut. Eh bien, nous, ce qu'on propose avec Skeezy, ce qu'on fait avec Skeezy, c'est le meilleur des deux mondes. On a combiné les deux mondes et on est capable de faire l'ensemble en un seul logiciel. Ce logiciel, alors je ne rentre pas dans les détails de tout ce qu'il est capable de faire. Ce que je vous propose, c'est si vous voulez en fait vous en faire une idée, le mieux c'est que vous alliez directement sur le site, c'est gratuit, vous pouvez aller vous créer un compte et aller commencer à l'utiliser, skezia.io, skezia.io, vous pouvez le faire depuis votre téléphone portable, une tablette ou votre ordinateur quand vous rentrez à la maison. Vous pouvez commencer à faire des questionnaires pour aller collecter de la donnée et vous pourrez commencer à créer vos propres cohortes directement par vous-même. Il y a plein d'options à l'intérieur, je vous laisserai découvrir et on pourra en rediscuter s'il faut. Je vous disais, en fait, nous, on est là pour développer des outils. Skeezy, c'est le premier outil. On a un deuxième outil qui est un outil qui a été aussi développé à la PHP par des médecins, qui est un outil de téléexpertise pour faire des réunions de concertation pluridisciplinaire qui s'appelle Cher Confrère, qui est utilisé beaucoup dans les maladies rares et qui se développe beaucoup dans les cancers, mais qui va être aussi dans toutes les situations dans lesquelles un médecin en particulier ne va pas pouvoir prendre sa décision seul. Il y a besoin d'être à plusieurs pour se mettre autour de la décision. Et ça va se répéter dans le temps. Et en fait, ce sont des cohortes de gens qu'on va suivre dans le temps. Donc ça, c'est Cher Confrère. Mais en fait, Skeezy, c'est aussi un écosystème bien plus grand que tout ça. Donc je vous ai déjà parlé de Skeezy autour des données patients, soignants, aidants, de Cher Confrère qui est autour de l'expertise médicale. On a aussi une troisième solution qui est Biosignis, qui est autour des échantillons biologiques humains et donc comment on arrive à faire en sorte que ces échantillons vont être valorisés, vont permettre d'accélérer la recherche et la connaissance médicale autour de tout ça. Et puis comme on est quand même une start-up et les gens qui vous disent qu'ils sont capables de tout faire tout seuls, je n'y crois pas beaucoup et que je pense qu'on est vraiment dans un écosystème. On a noué des partenariats stratégiques hyper importants avec d'autres startups comme Codoc, issus de l'Institut Imagine. Il y en a d'autres qui vont arriver, qu'on va annoncer prochainement
qui sont probablement dans la salle. Il y a Agoria Santé, que vous connaissez probablement, qui est autour du SNDS. Withings, qui est une petite start-up qui a quand même pas mal fonctionné sur les objets connectés. Et puis des professionnels de santé comme les pharmaciens d'officine, parce que je pense qu'ils ont un métier qui est en pleine évolution et ils sont tout à fait intéressés à développer cette activité-là. Et je vous remercie. Voici donc une partie des gens avec qui on travaille régulièrement. Merci. Merci beaucoup Jean-Philippe. Et je peux que confirmer que le métier de pharmacien il est en train de changer et qu'il y aura besoin de solutions comme celle développée par Skazi. À toi Olivier pour Octopies. Merci Mariadec. Merci aussi de nous avoir accueillis. Moi je suis le dirigeant d'Octopies et on commercialise une technologie qui permet d'anonymiser les données. Donc je vais vous parler de données personnelles. Elles ont deux caractéristiques. D'une part, c'est des données qui sont hyper sensibles parce qu'elles sont confidentielles, elles sont vraiment à la racine de notre intimité. Et d'autre part, elles sont importantes pour pouvoir innover parce qu'on a besoin de données pour faire de l'innovation. Et donc, il y a en quelque sorte un paradoxe entre ces deux caractéristiques. Alors, heureusement, il y a un règlement qui est venu encadrer les pratiques, qui s'appelle le RGPD. Vous avez tous entendu parler. Et c'est évidemment hautement légitime. Le RGPD est venu encadrer, a permis de faire des vrais progrès qui étaient nécessaires pour les individus, les utilisateurs et les patients. Mais malgré tout, ce n'est pas encore si simple. Dans la vraie vie, ça ne marche pas si bien que ça. Parce qu'on a deux typologies d'usage dans la donnée. La première, c'est un usage personnel pour lequel on va utiliser des données personnelles et c'est assez logique. Mais il y a aussi beaucoup d'autres usages qui ne nécessitent pas de revenir aux individus et donc d'utiliser la donnée personnelle. Et malgré tout, on continue à utiliser de la donnée personnelle pour ces usages qui sont de l'ordre de l'analyse, pour faire des statistiques, de la prédiction, etc. Et on continue à utiliser des données personnelles pour ça. Et c'est en ça plutôt que je dis que ça ne marche pas si bien que ça. Et pour l'illustrer, quand une donnée personnelle est collectée, 25% de son usage concerne l'individu à proprement parler, donc la personne qui est concernée par les données, celle qu'on va soigner par exemple, mais 75% de l'usage qui est fait issu de cette collecte de données personnelles ne concerne pas la personne, mais concerne un usage beaucoup plus global pour lequel on n'a pas besoin de réidentifier la personne. Et malheureusement, on continue en grande partie à utiliser de la donnée personnelle et on s'étonne qu'il y ait des fuites de données. Donc voilà, le constat il est assez simple, probablement assez unanime. Maintenant, la question c'est comment on peut faire pour être capable de concilier la confidentialité des données tout en assurant la qualité. Parce qu'avoir des données confidentielles, c'est bien, mais il faut aussi qu'elles soient utiles, évidemment. Et bien, chez Octopies, nous, on a développé une technologie multi-brevetée qui permet de transformer de la donnée personnelle en une nouvelle donnée qui va sortir du RGPD. On crée des données de synthèse anonymes qui sont des avatars. Donc, vous avez certainement déjà entendu parler de données de synthèse. Toutes les données de synthèse ne sont pas anonymes. Nous, on est capable de prouver que les données sont anonymes. Et on considère que dans la relation avec des patients, mais aussi des utilisateurs, etc., il est indispensable d'inscrire une relation de confiance. Et donc, ça veut dire d'être capable de prouver que les données sont vraiment confidentielles. Et ça, c'est indispensable parce que s'il n'y a pas de données, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de données. Et s'il n'y a pas de données, il n'y a pas d'innovation. Donc c'est vraiment un des caractères majeurs de l'innovation d'Octopies. Et nous, on travaille donc principalement dans la santé, mais pas exclusivement, sur différents cas d'usage. Alors typiquement du partage de données, où on va réussir à faciliter le partage de données et à accélérer les temps et les délais de partage entre deux organismes. Alors, on a différents cas d'usage entre des industriels et des CHU. On va permettre de pouvoir sortir les données du RGPD et donc de pouvoir les conserver sans durée de détention, faciliter l'innovation par le partage de données, et puis utiliser des données pour faire des analyses, du profilage, du développement de modèles de machine learning, pour faire de la prédiction, tout ça avec des données qui sont anonymes et donc sans faire prendre de risque à la confidentialité et pas de risque éthique ni même pas de risque légal non plus. Donc ravi d'échanger avec vous à la pause. Merci. Merci beaucoup Olivier.
Et la dernière présentation de la part de Nesrine. Ah, elle a dit un micro. Et bah c'est parti, à toi de jouer. Oui. Excusez-moi, j'étais pas là assise avec vous. J'avais pas l'info. Du coup, bonjour à tous. Merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cet événement et de nous laisser le temps un petit peu d'expliquer ce qu'on fait. Alors, il y a plein de choses qui ont été dites déjà dans les précédentes présentations sur les enjeux, sur les données, de pouvoir y accéder, de pouvoir les protéger. Donc, c'est un peu antinomique. On doit les ouvrir, mais en même temps, pas trop. Et donc, notre objectif, c'est de trouver un petit peu ce juste milieu là. Et on a... Ah non, je reviens en arrière. Et donc, on existe depuis 5 ans et demi. Donc, moi, je suis la présidente de Docteur Data. Je suis docteur en droit de la santé. Tout le monde n'est pas parfait, mais il faut suffisamment être fou pour être dans ce milieu. Et donc, notre première activité, c'est vraiment le fameux DPO. Et on l'exerce depuis plus de 5 ans et demi aujourd'hui dans le domaine de la santé. Donc, on représente des acteurs tels que des hôpitaux, des groupements hospitaliers de territoire, des grades, tous ces jolis acronymes de la santé, mais aussi des entreprises pharmaceutiques, des biotech, des medtech, en France principalement, en Europe plus largement et un peu plus dans d'autres pays, notamment les États-Unis, Moyen-Orient par exemple. Donc ça, c'est vraiment notre premier métier. Et donc, on a une équipe de DPO, / juristes en numérique et super power de privacy à gérer tous les sujets qu'on vous a expliqués juste avant. Et surtout, cette équipe-là, que j'adore vraiment, et qui a un côté très, très militant, mais en même temps très pragmatique, a trouvé des failles dans tout ce qu'on pouvait voir dans la réutilisation des données. Aujourd'hui, on l'a expliqué, vous allez avoir besoin de créer des entrepôts, vous allez avoir besoin sans même créer des entrepôts de réutiliser des données. Et vous avez des patients. Et donc nous, ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que derrière chaque ligne de données, il y a un individu, il y a une vie, il y a donc une intimité. Et donc ça, il faut le comprendre. Donc ça, c'est une première étape que nous, on a essayé de mettre en place sur le terrain. Et on a vu des trous dans la raquette dans l'information du patient. Parce que les données, je ne vais pas rentrer dans le débat de la propriété, mais elles vous concernent, donc vous avez le droit de savoir ce qu'on en fait, avec qui on le fait, et pourquoi, et pendant combien de temps. Ça veut dire c'est la base, c'est la considération de l'autre. J'ai commencé quelques éléments de sociologie, donc je vais vous faire quelques petites sorties parfois. Et donc dans le fameux e-consentement, on englobe plus largement l'information individuelle avec l'exercice du droit d'opposition et un consentement libre, clair, spécifique et univoque. C'est deux choses différentes qui s'appliquent dans plusieurs cas différents de réglementation. Et donc ça, c'est déjà la première étape pour nous. La difficulté, c'est déjà d'acculturer ce monde-là à comprendre tout ça. Vous avez même des DPO qui ne comprennent pas tout, ou des juristes qui ne comprennent pas tout, c'est normal, c'est très spécifique. Et donc ça, c'était la première étape. Ensuite, on a vu qu'on ne pouvait pas réinformer individuellement les patients parce qu'ils étaient 500 pour l'étude. Alors, on envoie des personnes dans l'espace spatial. C'est un peu compliqué de dire on ne peut pas réinformer individuellement 500 patients. Et donc, nous, ça nous posait problème dans nos analyses de risque en tant que DPO de pouvoir dire on fait un go, un no-go, on est une évaluation acceptable ou pas. Et à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, on ne peut pas laisser ça comme ça. On est en train de dire aux chercheurs, on n'arrive pas à décider, pour nous, ce n'est pas conforme. En même temps, lui veut faire son projet de recherche qui est tout à fait louable. Hein, c'est quand même pour faire avancer toute la médecine. Et donc, on lui dit, clairement, tu es entre le marteau et l'enclume, fais un choix. Ça ne nous allait pas. Donc, on a monté une équipe technique et on a dit on allait réfléchir. On a les aspects réglementaires, on comprend les aspects métiers parce qu'on travaille avec ces gens tous les jours. Donc, on va essayer de trouver des solutions pour pouvoir faire ça. Et ça, c'était le premier défi. C'était de pouvoir exprimer qu'on pouvait réinformer les patients, peu importe le volume, de façon individuelle, prouver l'effort disproportionné de façon scientifique et l'avoir écrit noir sur blanc quelque part. Et ça, c'était le premier sujet. Je vais y arriver avec les slides. Passe un petit peu. Bien sûr, on fait plein de choses, hein, c'est plein de chiffres. Ça, c'est Benoît qui va me dire « t'as pas présenté ». Et donc, on a développé 4 modules. Donc, celui que je vous expliquais, c'est les études sur données, les entrepôts de données, où on a des challenges en termes de volumétrie qui sont importants. Donc là, on travaille sur des projets d'entrepôts de données de 5 millions de patients. Et on prouve qu'on peut appuyer sur le bouton et informer 5 millions de patients. Pas dans la seconde, mais on peut le faire de façon raisonnable. L'autre challenge un peu plus compliqué, c'est de gérer le consentement. Et là, on est dans un vrai consentement dans les RIPH, donc les recherches impliquant la personne humaine, donc ce qu'on appelle plutôt les essais cliniques ou les investigations cliniques. Et là, ça regroupe ce qu'on appelle les essais cliniques décentralisés. Pour vous donner un chiffre, vous avez comme une majorité de patients qui habitent à plus de 2 heures d'un site qui peut les inclure dans un essai clinique. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas inclure des patients avec une case à cocher simplement à distance dans un essai clinique. Il y a énormément de choses qui sont aujourd'hui contraignantes au niveau des réglementations européennes, américaines encore plus loin, ils ont été plus en avance.
et bien sûr chez nous au niveau de la CNIL. Donc ça, c'était des sujets qu'on a regroupés et qu'on a petit à petit traités. Alors, consentement soin, je peux vous dire que c'était le plus simple. Hein. Le code de la santé publique, c'est le plus simple à appliquer. Mais dans la recherche, c'était vraiment là où il y avait le plus de freins, en volumétrie, en complexité de workflow, mais aussi en réglementation encore à décortiquer. Et donc, on travaille avec notamment les autorités, les représentants des patients pour avancer dessus. Et c'est ce qu'on a développé aujourd'hui. Tout cela, c'est utilisé par une trentaine de sites en France depuis un an. Et les essais cliniques, on va annoncer des belles choses avant la fin de l'année. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on vous a dit. On a quand même montré, pour vous donner, on travaille beaucoup avec des attachés de recherche clinique, des chercheurs, et on a vraiment démontré qu'aujourd'hui, pour par exemple explorer, on va dire, le champ de la donnée de santé et aller beaucoup plus loin, le fait de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art et surtout par rapport à la vie privée, aux droits des patients, c'est super important. Vous avez quelque chose qui est compliant, qui est conforme, mais en même temps, on a permis d'aller vite. Là où ils faisaient du courrier à la main, de faire des choses qui n'étaient pas très processées. Aujourd'hui, ils vont beaucoup plus vite, donc ils incluent beaucoup plus de données, et donc ils font beaucoup plus de projets. Et donc ça, c'est hyper important pour nous, d'un point de vue apport, on va dire, à la santé de demain, mais aussi d'un point de vue impact RH sur ces acteurs-là de l'hôpital public ou de l'hôpital privé, qui ont quand même, je pense, intellectuellement plus de choses à faire qu'envoyer des courriers. Voilà un petit peu la vision qu'on a. Et nous, surtout, ce que j'ai rappelé tout à l'heure, que derrière chaque ligne de données, il y a un individu. Ce qu'on exprime aussi quand on a des workshops avec des patients, c'est que la donnée, certes, elle vous est propre, mais mise ensemble, on va pouvoir créer de beaux jeux de données et créer forcément des algorithmes, essayer de trouver davantage de détection de pathologies, davantage de traitements, de médicaments. Et ça, c'est le pouvoir du collectif. Et donc nous, on a fait déjà cet effort-là d'expliquer à la fois aux chercheurs et aux patients qu'il faut à un moment donné se retrouver et faire une jonction. Et nous, on essaie de faire cette jonction-là et un peu ce pont entre ces deux mondes-là pour pouvoir accélérer la recherche. Merci. Merci. Merci beaucoup Nesrine et merci beaucoup à toutes les startups qui sont venues pitcher. Donc je ne sais pas s'il y a des questions, mais sinon vous pouvez leur poser juste après.